Pour l'intro de cette vidéo, je ne pouvais pas faire mieux que d'entendre la vérité de la part de la bouche des membres du GIEC eux-mêmes, notamment le célèbre Jean Jouzel, l'activiste climatologue écologiste qui plonge toute notre planète dans ce marasme économico-climatico-lobbyiste. Alors écoutez bien les secondes qui vont suivre dans cette vidéo, car si c'est de manière anthropique, c'est-à-dire que l'homme en est la cause, ça veut dire que le dioxyde de carbone précède la montée de température. Mais ils n'en savent absolument rien du tout, et vous allez l'entendre. Et vous l'avez compris par vous-même, si c'est la température, comme c'est logique, qui précède la montée de dioxyde de carbone, alors ce n'est plus de l'anthropie. Cher monsieur, on écoute. Alors, donc la réponse à la première question, c'est oui. C'est une origine anthropique. Parce que là, sur les courbes, on voyait, c'était sur 400 000 ans. Mais on peut montrer la même courbe sur 1000 ans. Et on voit que depuis l'an 1000 jusqu'à l'an 2000, la teneur en CO2 est constante. Et en 1850, pouf, ça part. Et donc ça augmente depuis 1850. Et c'est l'avènement, l'ère industrielle et compagnie. Maintenant, est-ce que c'est l'augmentation de la température qui augmente le CO2 ou le CO2 qui augmente la température? Je me souviens avoir vu une fois justement Jean Jouzel dans une conférence et on lui a posé cette question, il a répondu il vaut mieux penser que c'est le CO2 qui augmente la température, comme ça au moins on peut essayer de faire quelque chose. Vous avez entendu? C'est vraiment honteux d'entendre la vérité de cette façon. On attaque cette vidéo. Je vais répondre à un commentaire d'un internaute, commentaire tout à fait ordinaire on va dire. Sauf, bon, qu'il a dit peut-être que je disais des bêtises. Bon, ça c'est aussi une façon de s'exprimer, mais ça n'est pas très grave en soi. Il n'y a pas d'insulte, donc tout est correct. Donc on va répondre correctement et on va annoncer les réalités de ce changement climatique en passant par beaucoup d'intermédiaires, donc d'arguments, et j'apporterai aussi des preuves scientifiques qui sont faites par non seulement parfois par des médias mainstream, bien qu'ils veulent toujours occulter au maximum, mais surtout par des scientifiques qui ont fait partie du GIEC et qui font aussi partie du GIEC actuellement et qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la doxa qui veut que l'on politiserait le GIEC, c'est-à-dire ce changement climatique, à des fins de fric et de lobbyisme. De toute façon, concernant cet argument, c'est bien et mal que nous vivons cette période. En tous les cas, ça a ouvert beaucoup d'yeux à ceux qui m'ont critiqué il y a 7, 8, 9, 10 ans et qui aujourd'hui se rallient à ma cause pour dire « tu avais vu juste ». Mais les plus durs, les croyants si vous voulez, ceux qui sont dans le même stream et dans la doxa, ceux qui croient ce qu'on leur dit, c'est-à-dire qu'un grand seigneur ouvre ses bras au ciel et prêche, et alors là, bien sûr qu'il faut le croire, ça s'appelle de la croyance, ça s'appelle de la religion, ça s'appelle du sectarisme. Je vous préviens, cette vidéo sera relativement longue. Mais pour tout comprendre, pour vous expliquer à d'autres personnes les faits réels de ce qui se passe en réalité, je vous invite à la regarder entièrement. Sinon, si vous fermez le bouton, pour moi, personnellement, c'est que vous faites partie d'une certaine secte qui n'a pas envie d'entendre les réalités. Et donc, le pourquoi, et c'est important ce que je vais dire, le pourquoi de comment la politique a pu s'ingérer dans ce complexe climatique, car c'est c'est plus que complexe le climat, ça dépend des milliers de paramètres. D'ailleurs, vous allez l'entendre dire de la part d'excellents scientifiques, comme par exemple Michel Crucifix, qui lui travaille dans un laboratoire du climat et du changement climatique depuis maintenant 15 ans et qui est en accord bien sûr avec les procédés du GIEC, mais pas complètement. Nous l'entendrons beaucoup plus loin. C'est donc lui, comme certains autres que je vous présenterai du Musée de l'Homme, qui s'inscrivent dans le débat et non dans la doxa. Premièrement, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo. De quel camp est-on? Moi, je suis du camp qui recherche la vérité. Je ne suis pas dans les camps des sceptiques complets ou des croyants complets. Je veux faire la part des choses et comprendre ce qu'il se passe au travers de la complexité humaine surtout et
pourquoi l'humain veut tirer les droits de son côté à un moment ou un autre? Parce que derrière, il y a du pouvoir, il y a de l'argent, il y a donc de la mafia. En tous les cas, on peut déjà conclure que depuis 1980, ce changement climatique n'a été qu'une doxa basée sur le lobbyisme. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vous avez vu les scandales des taxes carbone, vous avez vu les gens qui ont piqué du fric sur la bourse, etc. On en a fait des films. Il y a des gens qui se sont sauvés en Israël, j'avais fait une vidéo, parce que ils s'étaient accaparés des milliards, qu'ils devaient 4,5 milliards de taxes et impôts à la France, et qu'ils ont préféré s'échapper en Israël, car là-bas, ils étaient protégés, on ne sait pourquoi. Et ce n'étaient pas les seuls, car avec cette taxe carbone, on pouvait s'échanger les points. On pouvait jouer avec les points, que peut-être demain on va remettre avec ce pass énergétique. Peut-être de la même façon. En tous les cas, si ça se fait de la même façon, il y aura une énorme magouille avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils pourront s'acheter la conduite qu'ils veulent. Et ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde, et ça, vous l'avez tous compris. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ce qui s'est produit. On a toutes les preuves. Donc j'ai donc argumenté et prouvé là-dessus. Mais c'est pas ça le but de la vidéo. Alors, que va-t-on trouver dans cette vidéo? Nous allons trouver l'interaction du rayonnement électromagnétique du soleil, donc le rayonnement solaire. Je voulais faire une vidéo seule, mais je vais la mettre dans cette vidéo. Ça me permet justement de faire une pierre 3 ou 4 coups, par effet ricochet, grâce aux commentaires. Nous reverrons les cycles de Milankovitch. Nous aurons des arguments et des preuves de paroles de scientifiques de leur propre bouche en vidéo, du musée de l'homme, et des gens comme Michel Crucifix, etc. Nous repartirons sur le petit âge glaciaire et nous verrons des preuves sur ce rayonnement solaire du mois de juin 2022 de cette année, observé par les astronomes. Alors, lisons ce commentaire pour démarrer le fond de cette vidéo. Il s'agit de Jean Mythe, il y a 2 jours. Renier les changements climatiques ultra rapides et induits par l'homme, tout ça parce que le camp d'Arfat l'instrumentalise, c'est tombé dans leur piège. Donc le fait de dire, monsieur, que ce changement climatique ultra rapide est induit par l'homme, cela revient à dire que vous répétez les paroles du GIEC et gouvernemental, car il s'agit bien des leurs, vu que vous m'apportez aucun argument et aucune preuve. Vous répétez simplement la doxa que vous entendez dans tous les médias. Si c'est induit par l'homme, j'attends vos preuves et vos arguments. Maintenant, on est d'accord parce que le camp d'en face l'instrumentalise. C'est ce qu'on dit, de toute façon, c'est le lobbyisme, c'est le fric, c'est le pouvoir et la manipulation de peuple. Bon, dans cette vidéo, j'ai vu certains commentaires, je ne parlerai pas du changement climatique, de la géo-ingénierie, c'est-à-dire contrôler le climat par les nuages, les chemtrails, pas les contrails, les chemtrails. Je vais en faire une vidéo tout à fait particulière. Bien entendu qu'on essaie de contrôler le climat, mais il se passe un effet inverse, car au lieu de réduire cet effet de serre, on l'accélère. Nous verrons ça plus tard, sur une autre vidéo. Alors pour ceux qui n'y croient pas, c'est magnifique. Hein, ça fait, il dessine un beau tableau dans le ciel, comme ça. Voilà. Voilà, regardez là-bas dans le fond, vous avez, je vais essayer de zoomer. Vous avez un exemple type d'avion qui ne lâche pas les particules. Ils sont à la même altitude que les autres. Ça, c'est du contrail. C'est-à-dire, c'est de la vapeur d'eau derrière cet avion que vous voyez. Ça disparaît dans la minute qui suit. Vous voyez, derrière, il n'y a rien. Par contre, les autres, regardez. Nanoparticules, tout ce que vous voulez. Et ça, ça va finir par faire une jolie couverture. Regardez comment ça s'étale. Voilà, et ça fait... Il y a de la paillette d'aluminium, il y a un peu tout ce que vous voulez là-dedans, de la nanoparticule. Alors vous dites, je m'inscris en faux lorsque vous dites que le climat ne fait que suivre le cours naturel de la Terre depuis les origines. D'après cette phrase, on peut comprendre que le climat est entièrement manipulé par l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait la pluie et le beau temps depuis toujours, depuis peut-être l'homo sapiens, je ne sais pas. Alors je répète ce que j'ai déjà dit dans certaines vidéos. Je ne nie pas l'augmentation du dioxyde de carbone dans notre atmosphère, mais qui est tout à fait marginale à un tel point où le dioxyde de carbone, et nous le savons tous, vous le verrez, c'est indirectement dit par Michel Crucifix, et moi je l'ai dit depuis très longtemps,
L'augmentation du dioxyde de carbone est une conséquence après une élévation de température, car l'émanation de dioxyde de carbone est toujours la conséquence de conditions qui font qu'il y a émanation dans l'atmosphère parce qu'il y a une cause avant, il y a un moteur. Ensuite, après, s'ensuit des émanations supérieures de dioxyde de carbone. Alors je continue son texte, là aussi c'est une bêtise. En fait, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est quasiment que des bêtises. Et pourtant, on va voir que c'est argumenté et observable. Je continue. Jamais dans l'histoire de notre planète, la variation chimique de l'atmosphère qui induit les changements n'aura été aussi rapide. Eh bien non, cher monsieur. Vous allez voir avec exemple, dans cette vidéo, par exemple, le petit âge glaciaire a été un refroidissement glaciaire très froid induit en une dizaine d'années. Ce changement a été induit ultra rapidement et non sur des milliers d'années. C'est ce qu'on appelle les fluctuations climatiques. Dans une montée de réchauffement climatique, vous pouvez très bien y avoir des petites ères glaciaires. Par exemple, un phénomène d'Heinrich qui dure environ 300 ans. On peut être frappé d'ici 10, 20 ou 50 ans, comme les scientifiques disent, par le phénomène d'Heinrich. Cette débâcle du Groenland qui va faire plonger notre courant chaud, le Gulf Stream, en profondeur et qui va nous donner les températures que l'on devrait avoir sur les mêmes latitudes, c'est-à-dire celles du Canada. Sans partir sur ce phénomène d'Heinrich, qui en est une preuve, nous irons sur le petit âge glaciaire et nous verrons pourquoi ce petit âge glaciaire a été causé. Aujourd'hui, nous en avons les preuves, car ça a été très brutal. Donc, quand vous avez un refroidissement brutal, vous êtes quand même tous d'accord, à moins que vous restez dans cette doxa et ne voulez pas enlever vos chaînes, dire que si ça se fait dans le froid, ça peut très bien sûr et logiquement se faire en toute intelligence dans le chaud, dans le réchauffement. Je continue son texte. Chaque période climatique sur la Terre s'étale toujours sur au minimum plusieurs dizaines de milliers d'années. Certainement pas sur quelques dizaines d'années comme nous le vivons actuellement. Eh bien, c'est complètement faux. Et c'est ça que nous allons voir surtout dans cette vidéo. Je vais faire une comparaison. Avant, j'étais sur les marchés financiers pendant une quinzaine d'années. J'ai formé environ 400 jeunes traders. Et ce que je leur ai expliqué, la grosse bêtise qu'ils faisaient, et certains ont perdu des comptes de 10 000, 20 000 en une journée. Simplement parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Parce qu'ils voyaient par exemple un indice comme le DAX, qui est très volatile, monter, ils pensaient toujours que ça allait continuer de monter. Alors que non, même si ça continue de monter, il y a toujours ce qu'on appelle des retracements. Comme dans le climat, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de corrélations dans tous les graphiques mathématiques, que ça soit sur la bourse, que ça soit sur l'économie, que ça soit sur le climat, bien que les matières sont complètement différentes. Mais nous pouvons voir toujours les mêmes schémas. C'est ce qu'on appelle des schémas universels. Par exemple, regardez ici sur cette courbe rouge, c'en est un très bon exemple. Vous avez les pics sont des interglaciaires, les sommets des interglaciaires. Un véritable scientifique n'appellera pas ça réchauffement climatique. C'est là que vous voyez que c'est hautement politisé. Il ne s'agit pas de réchauffement climatique. Jamais, aucun scientifique ne parlera en réalité d'une période de réchauffement climatique. Il vous dira que ce sont des interglaciaires et des périodes glaciaires. En tous les cas, plutôt même glaciaires, parce que la Terre est de plus en plus froide lorsqu'elle connaît environ tous les 100 000 ans cette période glaciaire. Alors regardez ici, il s'agit des graphiques des derniers 800 000 ans. Que j'ai déjà mis plusieurs fois dans mes vidéos. Regardez ici, il y a une montée par exemple sur l'écran. Une montée qui dure environ, on va dire, 20 000 ans. Regardez ici, il y a quand même une grosse fluctuation. Là où on a vu une période glaciaire complètement. Vous voyez? Parce que lorsque vous avez une baisse, comme au petit âge glaciaire par exemple, de 1,5 degré à 2 degrés en quelques dizaines d'années, on peut parler véritablement de petit âge glaciaire, comme ça a été le cas. Car n'oublions pas que la Seine, la Tamise ont gelé. Et qu'à cette époque, il y a eu des émeutes, il y a eu des centaines de milliers de décès dus à ce froid. Famine, plus de récolte, tout était gelé, etc. Nous reviendrons dessus. Vous voyez qu'il n'y a jamais de véritable ligne droite en montant. Lorsqu'il y a une montée,
il y a toujours des retracements réguliers. Et sommes-nous à la veille d'avoir un retracement vers un refroidissement dans cette interglaciaire? Oui, bien sûr. Vous allez le voir que beaucoup de scientifiques, même du GIEC, disent qu'on pourrait reconnaître un refroidissement en 2030. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est lié avec ce que je veux vous amener dans cette vidéo, avec les maximums et les minimums solaires. Donc le rayonnement solaire, pas la chaleur du soleil. Attention, je vais vous expliquer la contradiction qui se passe au niveau du soleil. Vous verrez que le minimum solaire correspond avec un minimum de chaleur émis par le soleil, mais un maximum de rayonnement, ce qui est deux choses complètement différentes et je vous l'expliquerai. Pour finaliser cette première petite conclusion, peut-on voir des changements climatiques en quelques dizaines d'années? Oui, avec certitude, il y en a eu. Par exemple, officiellement, un phénomène d'Heinrich, comme nous pouvons connaître nous, probablement d'ici 10, 20, 50 ans. Vous allez entendre parler au musée de l'homme, ce qu'ils en disent. À partir du moment où le changement climatique se fait à cause d'un phénomène d'Heinrich, en 10 ans, nous perdons au moins 2-3 degrés de moyenne, ce qui est énorme. Bonjour et merci pour votre exposé qui était intéressant et j'aimerais bien savoir si le climat serait, avec le réchauffement climatique actuel, est-ce que cela aura d'autres influences sur l'Europe? Oui, je ne vous ai pas présenté, je voulais le faire, puis je me suis dit non, je ne vais pas leur faire peur ce dimanche quand même. Il y a des climatologues qui viennent de sortir une publication extrêmement intéressante, dont on savait déjà que ça risquait de se produire comme ça, parce qu'en préhistoire, on étudie beaucoup les cycles climatiques courts. Surtout dans mon créneau chronologique, 150 000, 30 000, on étudie beaucoup les cycles climatiques courts, qui sont très violents, entre 60 000 et 25 000. C'est ce qu'on appelle les successions d'événements de Heinrich et d'autres noms tout aussi barbares. Ces événements de Heinrich montrent que sur une période de 200 ans environ, on peut avoir des variations de 5 à 9 degrés. Ce qui est énorme, énorme. Vous vous rendez compte, moins 9 degrés là à l'heure où je vous parle, ici, enfin quand je dis ici, pas au musée de l'homme, ils ont du chauffage, mais tous nos collègues qui cultivent dans le nord de la France, il va falloir se réadapter, hein, parce que ça aussi, il faut y penser. Ces événements de Heinrich, ils sont dus à quoi? Ils sont dus essentiellement, pas totalement, mais essentiellement, à un problème de débâcle glaciaire du glacier des Laurentides, c'est ce qui se trouve au-dessus de Terre-Neuve et ces coins-là, et du Groenland. D'accord? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus le climat global va se réchauffer, et plus il va faire froid en Europe du Nord. Simplement parce que le jour où le Groenland va tout lâcher, le Gulf Stream, terminé. Plus de Gulf Stream. Et le Gulf Stream, c'est ce qui nous permet, nous, ici, d'être dans un climat tempéré. Lisbonne, mon cher collègue, est à la hauteur de New York, en latitude. À quelques mètres près, si je ne me trompe pas. Ici, on est au nord du Québec, en latitude. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'enlever sa carte Michelin du département de la Somme et de prendre la carte globale de la planète. Le jour où le Gulf Stream s'arrête, sur quelques dizaines d'années, on perd 4 à 9 degrés ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir sur la vie quotidienne des Européens d'ici une petite centaine d'années. Et ça, c'est pour bientôt. Ben, quand je dis bientôt, on ne peut pas vous dire quel jour précisément, évidemment. Mais c'est d'ici 70 à 100 ans. Pour des problèmes à la fois de déversement d'eau douce, parce que le Gulf Stream est aussi, l'action du Gulf Stream est aussi facilitée par la salinité de l'eau. Quand vous aurez des millions de tonnes de blocs de glace qui vont fondre dans l'Atlantique Nord, la salinité de l'eau va s'abaisser également. Et le Gulf Stream va s'arrêter, va s'interrompre. Ou en tout cas va redescendre. Nos côtes du nord de la France, nos côtes anglaises, irlandaises ne seront plus réchauffées par le Gulf Stream. Premier argument cinglant. Vous avez affiché à l'écran l'évolution de la température de la planète depuis le dernier 800 000 ans, environ 1 million, le dernier million d'années, ce qui est
très conséquent. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Nous voyons les pics, bon ici ça s'appelle Purwurm Eris, ça s'appelle interglaciaire, c'est le nom qu'on a donné, mais pas réchauffement climatique, interglaciaire. Et les aires glaciaires, on voit, la pente est descendante. Il fait dans ces aires glaciaires de plus en plus froid. Donc la Terre se refroidit et ça, même les membres du GIEC le disent. Bien entendu, difficile à croire pour la doxa à partir du moment où nous sommes sur un interglaciaire, donc que la température remonte avant de redescendre. Qu'est-ce qu'on peut dire avec certitude? Est-ce qu'il y aura une ère glaciaire? C'est certain. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est quand. On sait que c'est dans plusieurs dizaines de milliers d'années lorsque nous serons en bas de cette ère glaciaire. Par contre, quand on va commencer, on verra de suite, on ressentira de suite ces premiers degrés, surtout le premier et le deuxième degré lorsque ça va redescendre. Et ça mettra relativement assez vite. Lorsqu'on va, on va appeler ça réchauffement pour tout le monde, allez, des températures, on va dire les plus chaudes, vers l'ère glaciaire, vous voyez qu'il prend plus de temps pour descendre ce changement climatique. Par contre, que se passe-t-il? Lorsqu'on va d'une ère glaciaire vers ce que vous appelez un réchauffement climatique, nous, un interglaciaire, on voit que c'est brutal. Et regardez, il y a 110 000 ans, il y a 250 000 ans, il y a 300 000 ans, il y a 400 000 ans. Regardez, est-ce que ça n'a pas été aussi brutal qu'aujourd'hui? Eh bien oui, la brutalité des montées de température se fait toujours de façon assez rapide. Il y aura des périodes où cette remontée de température sera plus longue, mais il y aura aussi des moments où cette température montera de façon très verticale en 10, 20, 30 ou 40 ou 50 ans. C'est très peu sur l'échelle de climat. Parce qu'un climat, on le voit, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos, on peut l'interpréter que sur des dizaines, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Mais un changement climatique peut s'opérer en quelques dizaines d'années, c'est certain. Alors est-ce qu'on peut voir l'impact de l'homme sur ces graphiques? Non, certainement pas. Vous le voyez très bien. L'homme, c'est quelque chose d'insignifiant, comme la quantité de dioxyde de carbone dans un mètre cube. Les membres du GIEC, les médias mainstream, ne vous parlent pas de 400 ppm V, parties par million par volume. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous avez 1 million de particules et il n'y a que 400 particules de CO2, uniquement. Et ce qui m'a fait plaisir en regardant la vidéo de Michel Crucifix, c'est qu'il parle du taux de dioxyde de carbone pendant ces aires glaciaires qui descend à 180 ppm et que la Terre n'a jamais connu de niveau inférieur à 100 ppm V. Et que la disparition de la végétation et des arbres n'est pas due, et ça c'est bien de le dire, il a le courage de le dire, n'est pas due au refroidissement climatique, mais au manque de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que là, 180 ppm, les plantes, les stomates s'ouvrent, et elles font pénétrer le dioxyde de carbone, qui est leur aliment en définitive. Et s'il y en a moins, les arbres, la végétation disparaît. C'est pour ça que je vous ai dit dans une des vidéos, si on commence à pomper le dioxyde de carbone, il n'y en a déjà pas beaucoup, si on tombe en dessous de 200, 180, même on va dire 250, la végétation va disparaître, et la faune et la flore, et nous, l'être humain, bien entendu. Attention de prendre ce dioxyde de carbone comme un responsable, ces petits crétins ils pourraient la pomper et faire descendre ce taux qui serait fait naturellement parce que nous irions vers une ère glaciaire, donc peut-être dans plusieurs milliers d'années, et ces connards la pomperaient, ce qui ferait en plus le pompage anthropique dû à l'homme, s'ajouterait à celui créé par le climat normal, ce qui ferait tomber la Terre sous 180 ppmv, là qui serait la mort de la Terre et la transformation de la Terre en une planète comme la planète Mars peut-être. Et ça c'est pas du pipeau ce que je vous dis. Bon, c'est une petite digression. Compliqué. Donc quelque part, les gens qui aujourd'hui travaillent sur les cycles glaciaires interglaciaires travaillent en bonne partie sur le phénomène de déglaciation. Alors, une autre question qu'on se pose, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais pourquoi le CO2 reste dans des limites aussi stables? Il ne descend jamais en dessous de 180 ppm. Alors ça, c'est un problème qui est quand même assez intriguant, parce qu'il faut savoir que 180 ppm, ça devient quand même une concentration problématique pour les forêts tropicales. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les arbres vivent par la photosynthèse,
et que la photosynthèse, en tout cas la façon dont les arbres, je ne parle pas du maïs, mais les arbres la font, ils dépendent d'un flux gazeux de CO2 entre la feuille et l'atmosphère. Et évidemment, pour maximiser ce flux, il faut qu'ils ouvrent les stomates. C'est-à-dire finalement ces cellules qui permettent l'échange gazeux. Le problème, c'est qu'en ouvrant les stomates, elles perdent de l'eau. Et donc, par conséquent, le mécanisme de photosynthèse est un mécanisme qui cause ce qu'on appelle de la transpiration, qui cause des pertes d'eau de la part des plantes. Alors pour un arbre tropical qui quand même a besoin d'énormément d'eau et qui a d'ailleurs des racines très profondes mais qui est en compétition avec tous ses copains, perdre beaucoup d'eau c'est problématique parce que finalement vous épuisez les nappes phréatiques. Donc lorsque le CO2 diminue, les stomates doivent s'ouvrir tellement que la photosynthèse devient finalement relativement inefficace. Et on sait aujourd'hui que si la forêt tropicale, en tout cas, alors ce n'est pas la même chose partout, plus au Brésil qu'au Congo, était réduite au dernier maximum glaciaire par rapport à l'actuel, d'à peu près la moitié, ce n'est pas parce qu'il faisait plus froid, c'est parce qu'il y avait moins de CO2. Donc vous arrivez vraiment à une limite de survie pour de nombreux organismes critiques terrestres. Je ne vous parle pas de l'océan. La chimie dans l'océan est différente, il n'y a jamais de problème de manque de CO2 dans l'océan. Mais au niveau terrestre, vous arrivez quand même à des limites. C'est quand même intéressant de voir que le CO2 ne descend jamais en dessous de ses limites de survie. Oui, je ne monte jamais au-dessus de 300 ppm. Donc ça, c'est des problèmes finalement d'écophysiologie qui restent un peu mystérieux, qui moi m'intéressent beaucoup d'ailleurs, et qui, je pense, sont des voies d'avenir pour l'étude des cycles glaciaires interglaciaires. Écoutez, ce n'était pas prévu dans cette vidéo, mais je vais vous faire la démonstration de ce que représente 400 ppmv dans notre couche d'atmosphère. Lors des prochaines discussions que vous aurez sur le climat dans votre famille ou avec des amis ou avec des représentants politiques, vous pourrez importer des arguments que eux-mêmes ne savent pas et certainement aussi les épater. C'est pour ça que cette vidéo, qui pour moi me semble assez complète, pour expliquer les réalités de notre climat est importante. Allez, on attaque. Et vous allez voir, c'est stupéfiant et c'est très représentatif. Ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo, vous ne le verrez nulle part. Et j'insiste bien, on va commencer. Regardez bien. Vous avez affiché à l'écran une image avec 1 million de pixels. De PNG, donc de photos. On va dire des pixels ou des petites photos. Il y a 1 million de photos. Vous allez voir, on va zoomer. Regardez bien, regardez les cadres. À l'intérieur des petits carrés, il y a encore des petits carrés. Regardez. Voilà. Vous avez vu? On dézoome. Gardez bien l'image. En présence, je rezoome. Regardez, chaque petit carré est un pixel, si vous voulez. Et il y en a 1 million dans toute cette photo. Regardez bien, vous avez vu, c'est impressionnant. Hein? Voilà, on en a 1 million. Et dans ce million, il y en a uniquement 400 pour le dioxyde de carbone. Admettons que chaque pixel représente le gaz de l'atmosphère complet, c'est-à-dire les 79% d'azote, les 20 à 21% d'oxygène, plus le reste, c'est vraiment des gaz très rares. C'est l'argon qui suit en troisième gaz, avec 0,9%, je crois, il n'y a même pas 1%. Et le dioxyde de carbone et les autres gaz rares sont très marginales. Ça aussi, c'en est encore une preuve. Alors, explication. Dans un petit carré du petit carré du petit carré, vous en avez 100. 10 fois 10. 100. Je dézoome. Faut pas aller trop vite. On a ici un autre carré. 10 fois 10, 100. Ce qui fait 10 000 dans un carré comme ceci. Et des carrés comme ceci, il y en a 10 sur la longueur. Ce qui fait 100 000. Et il y en a 10 en épaisseur, ce qui fait bien 1 million. Combien faudrait-il que je mette dans chaque carré de petits points de la taille d'un tout petit pixel comme celui-ci pour représenter la présence du dioxyde de carbone dans toute cette pixelisation, cette photo comprenant
1 million de pixels. Croyez-vous que dans le petit carré qui en comporte 100 ici, je devrais en mettre? Eh bien non, même pas une. Il faut dézoomer pour avoir la présence d'un carré comme celui-ci qui comporte 10 000 pixels pour n'en mettre combien? Que 4. 4 uniquement. 4 petites ici, 4 là, 4 là. Par rapport, je rezoome pour que vous représentez, hein, franchement, le ridicule du dioxyde de carbone. 4 par paquet ici. C'est-à-dire, lorsqu'on dézoome ici, il faudrait des points que je ne pourrais pas mettre parce qu'on ne pourrait même pas les percevoir. Il en faudrait 4 ici, 4 là, 4 là, 4 là, 4 là, 4 ici. Voilà. Il y en aurait 400 sur toute cette grande image. Bon, c'est vrai qu'au final, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on va continuer par... Bon, là, ce que vous voyez, c'est qu'en définitive, le taux de dioxyde de carbone est donné au niveau d'un volume, pas d'un poids, d'un volume. C'est-à-dire qu'on appelle ppmv, partie par million par volume. C'est-à-dire que ça représente le nombre de molécules de CO2, de dioxyde de carbone, présentes dans 1 million de molécules de tous les constituants présents dans l'air. Ainsi, donc une concentration atmosphérique de 400 ppmv de CO2 signifie que pour 1 million de molécules d'air, il y aura 400 molécules de CO2. Donc très peu. Ou si vous voulez encore, on peut le mettre en cubage, c'est-à-dire pour une concentration atmosphérique actuelle environ de 400 ppmv en CO2, ça signifie qu'un volume d'1 million de mètres cubes, c'est gigantesque quoi, il y aura 400 mètres cubes seront occupés par le dioxyde de carbone, ce qui est très peu. L'effet de serre, en gros, pour aller rapidement, sans perdre trop de temps, c'est la chaleur qui est émise à partir du sol, le sol qui a été chauffé par une partie des rayons du soleil qui sont traversés la première fois la couche atmosphère, ont percuté le sol, ont été accumulés dans le sol et sont retransmises, surtout la nuit, en ce qu'on appelle en rayons infrarouges. Tout est une question de rayonnement, vous voyez, et ce rayonnement va venir frapper les molécules qui sont en particulier triatomiques, qui sont composées de 3 atomes. En fait, c'est pas tout à fait vrai, les diatomiques sont aussi frappés, mais dans la seule condition, c'est que ces 2 atomes soient complètement différents. Par exemple, l'O2 et l'azote n'interagiront pas avec les rayons infrarouges, parce qu'ils sont composés de O2, c'est 2 mêmes atomes d'oxygène pour former la molécule de dioxygène. Et en réalité, si on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin, en titillant un peu les règles de la physique, la réaction du dioxyde de carbone, même de la vapeur d'eau qu'on va parler ensuite, parce que c'est au minimum 72% à 75% de l'effet de serre, c'est l'eau. Et vous allez voir, c'est très occulté par contre. Les gaz de notre couche d'atmosphère ne font pas en réalité un effet de serre. Ce n'est pas ça l'effet de serre. L'effet de serre, c'est lorsqu'on enferme quelque chose dans une serre. C'est là qu'a été créé en physique. D'ailleurs, je vais vous le montrer sur une publication. Je vais vous la trouver tout de suite. Donc, je vous montre à l'instant une publication scientifique de personnalités qui travaillent. Vous voyez ici, partenaires scientifiques du CNRS et du CEA. On va voir ce qu'ils disent. Il faut lire l'analyse, j'ai pas le temps, cette vidéo va durer assez de temps. Je vous lis que la conclusion. En résumé, l'effet de serre est une expression piège. Dans le langage courant, elle fait référence au réchauffement à l'intérieur de serres horticoles et ce réchauffement est essentiellement dû à l'effet de confinement. En sciences du climat, elle fait référence au réchauffement de la surface des planètes, dû à l'absorption du rayonnement infrarouge par l'atmosphère. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'expérience simple montrant qu'une augmentation de la concentration de CO2 entraîne une augmentation de l'effet de serre au sens des climatologues. C'est clair, net. Je passe à autre chose. Bon, maintenant, étant donné que le GIEC et puis les gens de la Doxa jouent avec les chiffres,
Ils ne veulent pas vous parler de ce que je viens de vous dire en ce moment, de la représentativité de ce CO2 qui paraît ridicule par rapport au reste de l'atmosphère, surtout à propos de la vapeur d'eau, des nuages, de l'humidité, de tout ce H2O qu'on va parler dans 5 minutes. Ils vont vous parler de gigatonnes de dioxyde de carbone. Bien sûr, ça paraît énorme, 380 gigatonnes de plus en X années. Ça paraît impressionnant. Mais non, quand on le remet par rapport à toute la quantité maximale autour de notre planète, de toute notre couche d'atmosphère, ce chiffre est la même chose que le graphique que vous avez ici. La même représentativité, c'est-à-dire 400 pour 1 million. D'autant plus que ce dioxyde de carbone, on va dire, a une durée de vie d'une centaine d'années. Mais il disparaît à plus de 50%, entre 50 et 60%, ce qui a été produit en plus de dioxyde de carbone disparaît environ à plus de la moitié. Ça, c'est Jean Covici qui le dit lui-même. Cherchez dans ses publications, vous le verrez. Maintenant, un phénomène très important qui va apporter de l'eau à mon moulin. Vous avez les mesures de la concentration en dioxyde de carbone atmosphérique à la station de Massaid en Irlande. Capteur à 25 mètres de hauteur. Allons voir où ça se trouve. Vous avez bien affiché à l'écran Massaid station en Irlande. Elle est bien là pour mesurer le taux d'augmentation des gaz à effet de serre, des GES. Regardez l'image, regardez bien. La station est ici tout en haut, à 25 mètres de hauteur. Bon, bien sûr, vous savez, ça fluctue énormément, même sur une journée, un taux de dioxyde de carbone. J'ai donc agrandi ce graphique qui part des années 1993 jusqu'en 2007, qui montre une augmentation du dioxyde de carbone que personne ne nie, même pas moi. Ce dioxyde de carbone supplémentaire est émis par l'élévation de température de notre augmentation de climat naturel. Nous allons le voir là. Que peut-on voir sur ce graphique? Suivez bien parce que c'est très important. Nous allons en voir l'élément moteur visible. Visiblement, on voit aussi que les scientifiques ne le voient pas, ou font exprès de ne pas le voir, ou on leur dit de ne pas le voir. Vous voyez que le taux de dioxyde de carbone fluctue d'une année sur l'autre. Mais il fait des retracements, donc tous les ans, il y a une augmentation et un retracement en fonction de la saisonnalité. C'est ce qu'on peut voir. Nous voyons que quasiment les maximums sont toujours au mois de 1er janvier, 1er janvier, 1er janvier, 1er janvier, toujours la même corrélation exactement. Regardez, un peu avant le sommet, au 1er janvier de chaque année, et ça depuis 1993 jusqu'en 2007, jusqu'à aujourd'hui. On va dire. Si cette augmentation de dioxyde de carbone anthropique due par l'homme, c'est-à-dire c'est elle qui précède la température, était vraie, est-ce que vous auriez des saisonnalités dans l'élévation de dioxyde de carbone? Est-ce que les entreprises, ici, on va dire à plus de la moitié de l'année, on va dire en septembre, environ septembre, on voit qu'ici, chaque face est environ le mois de septembre, si on divise l'année en deux, d'accord? Ce qui voudrait dire qu'en septembre, l'activité repart jusqu'au mois d'avril environ. En avril, les entreprises, jusqu'au mois de septembre prochain, se mettent en vacances. C'est bien ce que ça veut dire, on n'est pas con quand même. Et vous voyez que ça ne tient pas debout. Vous voyez que ce graphique reflète l'entière réalité des choses. Parce que maintenant, on va voir qu'en fonction des saisonnalités, ça fluctue en fonction des températures avec un retard. Ce qui veut dire que l'élévation de dioxyde de carbone arrive toujours après la fin de saisonnalité d'été. On regarde. Élévation de température, 92, fin 92, septembre 92, après la saison d'été, remontée avec l'inertie, bien sûr, parce que ça ne se fait pas tout de suite, il n'y a pas élévation de température et dans les 24 heures, augmentation du dioxyde de carbone, non, il faut une inertie que les scientifiques connaissent. On prend par exemple 2004, septembre 2004, élévation du dioxyde de carbone à la fin de l'été, dès la fin de l'été, jusqu'au mois d'avril, comme d'habitude,
Et ensuite, au mois d'avril, bon, étant donné qu'il y a moins de chaleur, donc moins d'élévation du dioxyde de carbone, l'inertie retombe et traverse la saison estivale parce qu'il refaut une inertie afin que ça commence à chauffer et que les émanations repartent et s'élèvent en quantité suffisante pour que ça soit significatif dans notre couche d'atmosphère. Et à partir de ce moment-là, ça commence à remonter. Et c'est comme ça tous les ans. À chaque saison d'été, il y a une baisse. À chaque saison d'hiver, il y a augmentation, d'où le décalage inertiel. Bon, bien sûr, je ne nie pas qu'il y a aussi l'effet de photosynthèse et de respiration de la végétation, bien entendu. Mais cette respiration et cette photosynthèse dépendent, elles aussi, du climat, de la saison, donc des températures. Pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait bien saisi, vous prenez une montgolfière. Elle est vide. Si je dois injecter dedans 50 mètres cubes de dioxyde de carbone avec une pompe à vélo, vous savez très bien que j'y arriverai au bout d'un certain nombre d'années. Mais c'est ça l'inertie. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a pas 6% d'émanation de CO2. Ça se fait petit à petit, graduellement. Plus la température monte, plus il va y en avoir, jusqu'au moment où la température va commencer à redescendre. Et là, cette inertie va être arrêtée à un certain moment et redescendre elle aussi, avec un décalage. Alors, il est simple d'expliquer maintenant pourquoi il y a de plus en plus de dioxyde. Bon, c'est pas énorme, vous le voyez, depuis 92 jusqu'à 2007, on va dire, allez, 2006, il y a eu de 350, 345 à 390, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a eu 35-40 ppm V. C'est pas énorme en soi. Et on sait que la nature va en recycler une partie tous les ans aussi. Ou géomorphologique. Et puis, il vous faut un modèle de la lithosphère et de la rhéologie de la sténosphère. Si vous faites tout ça, vous avez de la modélisation inverse. Et donc, Dick Pelletier, ici, nous propose cette courbe. Alors, les chiffres sont très petits. Et malheureusement, j'ai dû faire un copier-coller de son article. Mais si vous voyez, ça, c'est 15 000 ans avant le présent. Ça, c'est 12 000 ans avant le présent. Le temps, évidemment, Dick est géophysicien, donc c'est de la gauche là-bas. Vous avez finalement une fonte très brutale des deux grandes calottes glaciaires vers 15 000 ans. Alors, une des grandes questions, c'est est-ce que c'est causé glaciologiquement ou est-ce que c'est forcé par le CO2? Bon, alors si vous regardez la courbe de CO2, elle nous dit ceci. Alors, pour le coup, il faut regarder la courbe en rouge. Alors, il faut regarder les points en jaune. Le temps ici, c'est entre 22 000 et 7 000 ans avant le présent. On a de la chance, ça va de la gauche vers la droite aussi. Et donc le CO2 varie entre 180 et 260 ppm. Il va encore monter un peu jusqu'à 280 ici. Et donc l'augmentation du dioxyde de carbone, elle se produit principalement entre moins 18 000 ans et moins 15 000 ans. Ça veut dire que tout se passe à peu près ensemble. Et honnêtement, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Sur qui mène qui est en avance sur qui. Il ne faut quand même jamais oublier qu'ici, on vous parle d'une variation de CO2 entre 190 et 230 ppm. 40 ppm. Alors dans cette histoire, ce que Michel Crucifix fait un bel exposé, omet de dire, c'est que le dioxyde de carbone et la montée de température ne peuvent pas se voir sur un graphique en milliers d'années ou en dizaines de milliers d'années. Non, parce que l'inertie n'est pas en milliers d'années. Nous l'avons vu par exemple précédemment que c'est en fonction des saisonnalités, la petite montée se voit. Par contre, sur une durée de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plusieurs milliers d'années, c'est pour ça que sur le graphique, ça semble que le dioxyde de carbone est accordé avec la température. Il y a un décalage que l'on ne peut pas voir probablement d'une centaine d'années. Certains scientifiques ont parlé maximum de 800 ans sur cette inertie. Et là, on voyait que en plusieurs centaines d'années, on voyait que la température précédait l'augmentation du dioxyde de carbone, mais pas sur des milliers d'années. Sur des milliers d'années, sur le graphique, ça apparaît quasiment en même temps que Michel Crucifix le dit. Ça, c'est une nuance importante.
Nous reviendrons plus loin sur la fonte des glaces. Et vous allez voir la répercussion que ça fait sur l'étendue d'eau, donc l'évaporation d'eau. N'oublions pas que H2O, c'est 75% d'effet de serre. Si vous augmentez la surface, vous augmentez l'évaporation terrestre. Nous verrons ça plus loin. On continue. Mine de rien, c'est ce qu'on a essuyé sur les 30 dernières années. Donc, ce sont des variations qui sont significatives, qui sont mesurables, mais il ne faut pas imaginer que ça vous crée un réchauffement de 5 degrés comme ça en 10 ans. Donc, nous avons finalement un phénomène où vous avez une fonte glaciologique et une augmentation du dioxyde de carbone qu'on explique par différents moyens, et je n'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui dans la discussion de qu'est-ce qui cause ce CO2. Il y a des phénomènes physiques, il y a des phénomènes de pompe, de photosynthèse, et puis vous avez des phénomènes de chimie des carbonates. Tout ça commence à être relativement bien connu. C'est pas l'homme là alors? Ça se passe grosso modo en même temps. Et donc très vraisemblablement, vous avez des courbes Vous voyez, c'est là que le décalage, il ne peut pas l'expliquer sur des milliers d'années. C'est impossible. Parce que la synthèse de ce dioxyde de carbone se fait au maximum en centaines d'années. Sur une saison, on a vu que ça prend plusieurs mois de décalage. Vous voyez? Et vous l'avez vu sur les graphiques. Je vous en ai apporté une preuve. On continue. Rétroaction. Moi, je ne crois pas un instant que l'augmentation de CO2 entre 185 et 190 ppm, je vous rappelle que c'est le cycle saisonnier, 5 ppm, sur ces 3000 ans, est la cause de la déglaciation. Ça n'a absolument aucun sens. Ça, c'est bien de le dire. Donc, quelque part, vous avez un système qui se prépare pour une déglaciation, calotte massive, du CO2 qui est stocké sous forme de carbonate dans le fond de l'océan, et pour une raison qui n'est pas encore bien comprise aujourd'hui, vous avez à un moment donné une déglaciation massive qui se produit. Où se trouvent les talons d'Achille? Où se trouvent les points d'instabilité? Selon que vous parliez à un glaciologue ou à un océanographe, vous allez avoir des sensibilités différentes. Alors il est temps d'aller vers la conclusion. Vous voyez, quand il parle, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, c'est important ce que je vous dis parce que je n'y ai pas pensé en définitive. Sur la prise de température à 25 mètres de hauteur à Mice Head en Irlande. Vous avez vu la photo, je vous ai dit, attention, regardez bien. Pourquoi? Vous avez vu qu'il y a la mer, l'océan, juste au pied de cette prise de température. Et Michel Crucifix vous a parlé de cette synthèse de carbonate et de cette émanation de dioxyde de carbone provenant des océans, des mers. Pourquoi? Lorsqu'il y a élévation de température, il y a juste après élévation des mers, encore une fois. Donc l'élévation des mers jette plus de dioxyde de carbone dans notre atmosphère. Et cette prise de température est au bord des plages. Vous voyez que ça doit interférer, car en Irlande aussi, la température de la mer augmente aussi. Donc l'élévation de dioxyde de carbone aussi. Et ça, c'est pas le fait de l'homme, vous le comprenez. Qu'en conclure? D'abord, je ne vous apprends rien, ou j'espère. C'est qu'il n'y a, en tout cas dans mon esprit... Dans cette salle, il n'y a que des experts. Une bonne quinzaine d'années. Il n'y a absolument aucun doute que le forçage astronomique est un agent important dans la succession des âges des cycles glaciaires interglaciaires. Il parle de Milankovitch. Vous lirez dans beaucoup d'articles que le forçage astronomique est la cause des cycles glaciaires interglaciaires. C'est probablement vrai, ça ce n'est pas absolument certain. Donc il faut bien comprendre cette nuance de vocabulaire entre cadencer les cycles glaciaires interglaciaires, et ça au minimum c'est vrai, et puis être le forçage causal, l'agent causal ultime, ça c'est un petit peu moins clair. Donc vous avez toujours cette possibilité que les cycles glaciaires interglaciaires soient une oscillation entretenue. Donc c'est une hypothèse qu'on ne rejette pas aujourd'hui. Je dois avouer que sur les 5 dernières années, mon cœur commence à balancer vers l'idée que c'est réellement le forçage. Ah bon? Mais ce n'est pas un problème si simple. Donc, il y a un rôle important du forçage astronomique, tout au moins pour cadencer, mais le cadençage est fragile. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais clairement, dans la plupart des modèles, vous avez une instabilité paramétrique qui va faire que, finalement, on aurait très bien pu se trouver aujourd'hui en pleine glaciation. Et donc, évidemment, la civilisation humaine se serait développée à un autre moment. On aurait probablement attendu notre heure pour que l'Homo sapiens fasse
que Homo fasse sa 3e sortie d'Afrique et colonise le monde. Ça s'est passé dans un dernier interglaciaire. Bon, ben, ça aurait pu se passer à un autre moment. C'est du contrefactuel, comme disent les philosophes, donc ce sera de toute façon invérifiable. On est coincé. C'est incroyable parce qu'on écrit beaucoup sur le caractère stable ou instable des âges glaciaires, mais comme on n'a qu'une seule histoire, on ne pourra jamais vraiment... Les variations de dioxyde de carbone contribuent à cette dynamique. À nouveau, dire que l'augmentation de CO2 a causé la déglaciation, j'y crois pas trop. Mais clairement, c'est sensible, hein, 40-50 ppm pendant la période où la déglaciation est la plus rapide. C'est un forçage qui est mesurable, qui est significatif. Et lorsque vous réalisez des expériences d'ailleurs avec ce qu'on appelle les GCM, hein, que vous connaissez mieux, modèle de circulation atmosphérique, ils vous confirment qu'effectivement, ils contribuent bien au caractère irréversible de la déglaciation. Est-ce que c'est le CO2 qui cause le point de non-retour qui fait que vous déglacez jusqu'au bout? On ne le saura finalement jamais. Vous avez entendu? Ce pas les modèles qui manquent. Hein. Donc ça, je l'ai mis dans les certitudes, c'est un peu ironique évidemment. Donc quand il s'agit d'expliquer l'augmentation en CO2 donc l'augmentation de 100 ppm de CO2 entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel, ce n'est pas un problème d'expliquer 100 ppm d'augmentation. Donc vous avez suffisamment de mécanismes, et sans rentrer dans des affaires fumeuses ou hétérodoxes, il y a suffisamment de mécanismes pour expliquer que vous pouvez très bien faire augmenter de façon naturelle, pendant une déglaciation, la concentration de dioxyde de carbone de 100 parts par million. Je vous rappelle, en quasiment 10 000 ans. Hein, donc ça n'a rien à voir, pas mal interpréter ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir évidemment avec l'augmentation de CO2. Il ne peut pas dire ce qu'il veut, hein, vous l'avez très bien compris. Donc, les questions que je continue à me poser. La déglaciation est le point crucial. Ça a été reconnu par de nombreux collègues. Et honnêtement, je ne suis pas encore en mesure aujourd'hui d'annoncer devant une audience. Voici le mécanisme simple, unique et facile de la déglaciation. Vous avez un autre confrère respecté, Jean-Claude Duplessis, dont vous avez peut-être entendu le nom. Ce que j'oserais dire devant la caméra, enfin, ça, il disait la déglaciation, c'est le bordel. Hein, parce que la circulation océanique change de façon brutale, parce que vous avez ce qu'on appelle un événement de Heinrich, c'est-à-dire une forte abondance d'iceberg qui vraisemblablement a dû agir sur la circulation océanique elle-même, et donc modifier la répartition du carbone inorganique dissous dans l'océan. Donc ça a dû avoir également des effets sur la dynamique du CO2. Donc c'est un phénomène compliqué. Donc quelque part, les gens qui aujourd'hui travaillent sur les cycles glaciaires interglaciaires travaillent en bonne partie sur le phénomène de déglaciation. Alors, vous avez vu qu'il semble même abandonner la piste du dioxyde de carbone. Pas le côté politisé, non, parce que c'est le futur pass énergétique. Donc par conséquent, vous comprenez que cette doxa va continuer et amplifier cette théorie du dioxyde de carbone. Alors que eux, les glaciologues, les climatologues, les experts, continuent sur la déglaciation. Parce que ce que vous appelez réchauffement, en tous les cas, eux appellent ça une déglaciation. Nous sommes toujours dans une continuité de déglaciation depuis maintenant 25 000 ans. Les Laurentides fondent toujours, à tel point que vous avez vu, on nous prévoit un phénomène d'Heinrich où on va être plongé dans un climat canadien, peut-être d'ici maximum une 50aine d'années, voire avant, voire après. Mais en tous les cas, on l'attend. Ça arrive, cette fonte de glace. Et moi, je rajoute en plus que cette fonte de glace, bien sûr, fait monter légèrement ce niveau des mers, donc augmente les surfaces, donc indubitablement augmente l'évaporation. Souvenez-vous du 1 cm que j'ai observé, 8 mm à 1 cm par jour d'évaporation, qui se fait tous les jours. Donc vous l'avez au niveau des mers, plus de surface, plus d'émanation d'humidité dans l'air, plus de nuages, plus d'interaction avec le rayonnement solaire, donc plus d'effet de serre. C'est indubitable. Je ne vous raconte pas de bêtises. Là, c'est en plus de l'arrosage que fait l'arrosage mondial causé par l'agriculture. Je rappelle qu'à chaque glaciation, le niveau des mers baisse par rapport à aujourd'hui de environ 130 mètres, ce qui fait moins d'eau et aussi moins de dioxyde de carbone. Les carbonates ne peuvent plus s'échapper. Ils se retrouvent à l'extérieur des mers, c'est-à-dire ce qui servait de mer entre l'Angleterre et la France.
On y va à pied pendant les périodes glaciaires, jusque presque au niveau méditerranéen. Les glaciers descendent, avec les moraines, on a pu les constater, descendent jusqu'en dessous de la ville de Lyon. Et sur Paris, il y a plus d'1 kilomètre de glace d'épaisseur pendant les ères glaciaires. Donc tout ça fait que le niveau de dioxyde de carbone tombe aux environs de 180 ppmv. Parce que l'océan agit moins sur ces émanations de dioxyde de carbone car il diminue. Sa surface donc diminue énormément. La glace solide retient, si vous voulez, ces particules de dioxyde de carbone dans cette glace. D'ailleurs, la preuve que je peux vous apporter, c'est qu'on fait des carottages pour aller chercher le plus longtemps possible en arrière, dans des dizaines de milliers d'années, la teneur de notre atmosphère dans ce carottage des pôles à Vostok, en Russie. Là où elle est la mieux stockée, pour preuve qu'elle ne s'en va pas, elle ne s'échappe pas, elle reste bien dans la glace. Donc, glaciation, le dioxyde de carbone est en majorité stocké dans les glaces, et nettement moins de surface d'eau, plus de surface de terre. On continue cette vidéo qui, j'espère, ouvre les yeux de pas mal de personnes pour au moins se poser des questions. Je ne dis pas que toutes mes théories sont formelles, j'ai un esprit pour rechercher. Donc ces arguments émanent du GIEC, émanent de scientifiques, mais pas mal émanent de moi, surtout concernant l'effet de serre dû par l'eau. C'est moi ce que j'ai trouvé en réfléchissant, en définitive, en faisant mes propres recherches, et j'ai pas fini encore. On continue. Alors maintenant, plus techniquement, je vous l'ai affiché sur Wikipédia, c'est plus facile. 30 secondes sur le potentiel de réchauffement global. Qu'est-ce que le potentiel de réchauffement global? Le PRG, c'est inscrit. Et le pouvoir réchauffant d'un gaz rapporté au pouvoir réchauffant de la même masse de dioxyde de carbone. C'est un facteur de conversion utilisé pour comparer les impacts relatifs de différents gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en se fondant sur leur forçage radioactif cumulé sur une période donnée. Prenons le dioxyde de carbone, c'est lui la référence, c'est-à-dire c'est 1. C'est le plus bas potentiel de réchauffement global. Si vous prenez juste après le méthane, le CH4, il est 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, 273 fois, l'hexafluorure de soufre, 25 200 fois. Vous comprenez que le dioxyde de carbone n'est pas le gaz à effet de serre, le GES à effet de serre essentiel et principal. Bien qu'il est un peu plus nombreux que il est plus nombreux que le méthane, bien sûr. Il est plus en masse que le méthane. Maintenant, nous allons parler du pouvoir très occulté à effet de serre qui est H2O, l'eau. L'eau sous forme liquide, sous forme gazeuse, sous forme de pluie, sous forme solide, etc. dans toutes ses formes. Sans elle, il ferait en moyenne moins 18 degrés autour de notre Terre. Il n'y aurait pas de vie. Pourquoi? Parce que son pouvoir à effet de serre est le plus important et de très loin. L'eau représente environ en moyenne 75% d'effet de serre. Alors, que peut-on dire de l'effet de serre de l'eau? Les scientifiques, déjà, il est impossible de calculer son effet de serre comme ils disent, comme par hasard. Comme par hasard. Par conséquent, d'après les scientifiques, on ne peut pas connaître le PRG, donc le potentiel de réchauffement global de l'eau. C'est impossible d'après eux. Par contre, on sait très bien nous dire que il a une équivalence d'effet de serre de plus de 70%. C'est marrant quand même. Pour la simple et bonne raison qu'ils disent que ça n'influence pas le réchauffement climatique parce que l'eau est à niveau constant sur la planète. Lorsqu'elle est évaporée, elle retombe sur la Terre sous forme de pluie. C'est un cycle qui est fermé. C'est là que j'interviens. Je suis possesseur d'une piscine de 100 mètres carrés à débordement avec une plage. J'ai contrôlé mon niveau d'évaporation quotidien et ceci, écoutez bien, c'est important pour la suite à comprendre. Peu importe la profondeur du bassin, que vous ayez un bassin qui fasse 50 cm de profondeur ou qu'il fasse 100 mètres de profondeur, ça jouera un tout petit peu avec la température de l'eau. L'évaporation quotidienne de votre surface de votre bassin est d'environ 1 cm par jour. Et ceci lorsqu'il n'y a pas de vent. Ceci étant dit, nous avons la surface des mers, la surface des lacs, la surface des rivières, qui a eu un certain surface X, par exemple, on ne va pas donner j'ignore complètement les surfaces d'eau,
c'est la grosse majorité de notre planète, qui tous les jours, si vous voulez, émettent environ 1 cm d'évaporation sur notre planète, tout autour de notre planète, qui fait un cycle fermé. Tout ça retombe par les nuages, etc. Sous forme de pluie, de grêle, de neige, de tout ce que vous voulez. Là, ok, on n'intervient pas sur le surplus d'augmentation d'effet de serre. Par contre, je vous ai affiché une petite photo sur l'écran. C'est quoi d'après vous? C'est l'irrigation. L'irrigation de toutes les cultures du monde. C'est-à-dire que si vous avez, à l'époque du néolithique, il n'y avait pas d'arrosage automatique, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de bassin, il n'y avait rien. On n'a pas fait de lac artificiel et ça n'existait pas. Donc il y avait la surface de l'eau sur Terre était légèrement moins importante. Et surtout, très nettement importante, à partir du moment où on a commencé à mettre l'irrigation, on a multiplié par X les surfaces d'eau qui doivent s'évaporer. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez près de chez vous un lac qui fait, par exemple, 10 km², il va y avoir tous les jours 1 cm d'eau qui va s'évaporer de ces 10 km². Si vous pompez de l'eau dans ce lac, attention, souvenez-vous de ce que je vous ai dit de ma propre piscine. Peu importe la profondeur de l'eau. Ce qui est important, c'est la surface, pas la profondeur. En fonction de la surface, toutes les surfaces, il y aura environ 1 cm d'évaporation d'eau, tous les jours, en moyenne. Que vous ayez 20 cm de profondeur ou 1 km de profondeur. Si vous retirez une quantité d'eau suffisante pour faire plusieurs centimètres d'eau, pour l'étaler sur un terrain voisin, vous mettez 10 km², cette surface-là, il va bien y avoir tous les jours 1 cm d'évaporation sur la nouvelle surface que vous venez de créer, de 10 km². Ce qui fait que dans votre secteur, vous aurez 2 fois 10 km² d'évaporation à raison de 1 cm par jour. Vous aurez donc multiplié l'évaporation par 2. Donc la quantité d'H2O qui va rentrer dans l'atmosphère par 2. Alors, que disent les dernières publications scientifiques au niveau mondial sur les prélèvements en eau de l'irrigation? Elles représentent aujourd'hui, écoutez bien, 70% des prélèvements totaux, ce qui est énorme. À l'échelle locale, la consommation immodérée d'eau d'irrigation peut même parfois conduire à une réduction considérable des volumes disponibles. Par exemple, ainsi, le lac Tchad, autrefois la plus grande réserve d'eau douce du continent africain, est aujourd'hui 20 fois plus petite qu'elle ne l'était il y a 35 ans. Les agriculteurs des pays limitrophes puisent en effet toujours plus d'eau pour irriguer leurs champs et lutter contre la sécheresse grandissante de cette région du globe. Pour ceux qui ne sont pas persuadés de cette publication, il s'agit de Sagascience, c'est le CNRS en ligne. Voilà, j'étais justement exprès en train de le lire, vous avez dû l'entendre, quand on lit quelque chose, il y a une différence dans l'intonation. Voilà, c'était ça au niveau mondial. En outre, toute eau ne parvient pas aux plantes, car les pertes sont importantes. C'est ce que je vous parlais. C'est 1 cm par jour en surface. Surtout lorsqu'il s'agit de techniques d'irrigation traditionnelles. Or, celles-ci sont employées sur les 2/3 des surfaces irriguées du globe, voire le chapitre usage. Ces pertes sont dues soit à des fuites sur canalisation, soit à l'évaporation de l'eau qui stagne sur les sols. On estime qu'en Afrique, environ 40 à 60% de l'eau d'irrigation est ainsi perdue, ce qui est gigantesque. Et le dioxyde de carbone est ridicule, étant donné que le dioxyde de carbone en PRG représente 1, la base. L'eau doit être à 100, 150, 200, on ne sait pas. Mais en tous les cas, représente 75% de l'effet de serre de notre Terre. Donc, plus d'eau dans l'atmosphère, plus de nuages, plus de ceci, plus d'humidité, plus de condensation, plus d'effet de serre. Donc, augmentation de température. Et donc, indubitablement, par effet moteur, augmentation régulière, tous les ans, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et là, nous sommes tous d'accord.
Je continue. Le pompage abusif d'eau fluviale à des fins d'irrigation peut aussi progressivement conduire à l'assèchement des territoires situés plus en aval. À ce titre, écoutez, l'exemple de la catastrophe écologique de la mer d'Aral, qui fut le 4e lac du monde par sa superficie, est édifiant. Il illustre bien les très graves conséquences que peuvent engendrer des prélèvements excessifs d'eau. Dans les années 1960, pour développer la culture irriguée du coton dans les régions désertiques du Kazakhstan, la majeure partie des eaux des 2 fleuves qui alimentaient la mer d'Aral a été détournée. Ces prélèvements considérables ont abaissé de 15 mètres le niveau de la mer et diminué sa surface de 40%, etc., etc., etc. Tout ça, c'est parti en excès dans l'atmosphère. Et ce n'est pas, et ça c'est le fait de l'homme. Par contre ça, on ne peut pas l'interdire ni le politiser, ni le lobbyser. Parce que, pourquoi? Parce que c'est justement, on va toucher aux lobbyistes même, on va toucher aux industries. Alors, c'est plus facile d'expliquer que c'est le rare dioxyde de carbone qui crée cet effet de serre, parce qu'en réalité, personne ne peut vous le prouver sincèrement. Sauf peut-être moi, aujourd'hui, j'ai fait une petite avancée par mes propres recherches. Là où très peu de scientifiques ont osé mettre les pieds, comme je l'ai fait aujourd'hui. Conclusion de cette vidéo numéro 1. Vous pouvez vous rendre compte qu'une contradiction ne peut pas se résumer en disant simplement que ce sont des bêtises. Il faille argumenter, comme je l'ai fait pendant environ 1h20, 1h30, et ce n'est que la première vidéo. Il va y en avoir une deuxième. Le coupable rendu responsable par la politique, par les lobbyistes, au niveau mondial, repose sur le dioxyde de carbone qui est montré du doigt, alors que c'est un élément moteur de notre vie et de la vie au niveau de notre monde. Sans ce dioxyde de carbone, il n'y aurait jamais eu de vie sur cette terre. L'élévation du dioxyde de carbone est indéniable, personne ne le nie, même pas moi comme je vous répète, mais aussi sa baisse est aussi cyclique comme sa hausse, en fonction des conditions climatiques du moment, avec une inertie, c'est-à-dire un certain retard dans son exécution, ce qui est logique. Cette lecture d'inertie, de différence entre élévation de température et ensuite élévation du dioxyde de carbone ne peut pas se voir sur des graphiques en milliers d'années. Il se verra sur des graphiques en centaines d'années, voire en dizaines d'années. Je vous laisse suffisamment montrer dans cette vidéo. De la propre bouche des scientifiques qui servent le GIEC, dont même certaines personnalités de GIEC, ont dit que de toute façon, ils ne sont pas sûrs que le dioxyde de carbone en est la cause, parce que personne ne peut vous le prouver aujourd'hui. Aucun scientifique ne peut vous le prouver. Nous en avons parlé aussi dans cette vidéo. Alors, il est très facile de prendre ce dioxyde de carbone et dire qu'il est le responsable. Ça pourrait ressembler à une certaine crise que nous avons connue et que nous connaissons toujours, celle du Covid. Car malgré beaucoup de publications scientifiques au travers du monde sur cette crise du Covid ont été publiées, démontrées, ceci ne fait pas fléchir la doxa qui reste sur ses positions parce qu'elle ne peut plus faire retour en arrière. Vous imaginez, avouer, dire qu'ils se sont trompés ou peut-être qu'ils ont suivi un plan. Alors le fait qu'ils savent que le dioxyde de carbone est quelque chose que personne ne pourra prouver, en tous les cas dans notre ère, probablement demain, si, alors il est facile de le prendre car personne ne pourra s'y opposer ni faire changer la donne, c'est-à-dire de s'en servir pour gagner de l'argent, pour aller en politique, pour faire du lobbyisme et pour contraindre des populations avec probablement, entre guillemets, des passes énergétiques. Parce que à partir de maintenant, vous comprenez mieux ce que disait en début de vidéo Jean Jouzel, glaciologue de son état, climatologue, en parlant qu'il vaut mieux dire que c'est le dioxyde de carbone qui précède la température parce qu'on peut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on va avoir demain. Alors peut-être que le responsable est certainement l'élévation du niveau de la mer, avec ici, dans les chiffres clés, en voyant que l'étendue des mers grandit, donc l'évaporation grandit
double, triple par endroit. Je répète, et c'est ça qu'il faut retenir en démonstration, si vous prenez 1 mètre cube, que vous le mettez dans un tuyau de plusieurs centaines de mètres de haut, l'évaporation sera minime. Par contre, si vous prenez ce mètre cube et que vous l'étalez sur une surface de 100 mètres carrés, en quelques heures, vous n'avez plus d'eau. Tout sera évaporé. Est-ce que vous avez compris la nuance? Si ça, c'est pas un élément le plus perturbant de ce réchauffement climatique dont personne ne veut parler, et que c'est probablement la première fois que vous tous vous entendez parler, je veux bien demain me faire moine. En outre, l'irrigation mondiale, qui participe énormément à la multiplication de l'étalement de cette eau pour cette évaporation, il y a la dilatation thermique aussi due à notre réchauffement climatique normal, due à ce forçage astronomique des paramètres de Milankovitch et bien d'autres paramètres bien sûr, il y en a beaucoup, voire des scientifiques comme Michel Crucifix et beaucoup d'autres. Il y a aussi la fonte des glaciers dont nous aurons et nous verrons peut-être de mon vivant ou mes enfants, vous verrez, et vous-même, vous verrez un phénomène d'Heinrich. Ceci, bien sûr, la fonte des glaciers, entraîne aussi indubitablement la disparition des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique. Bien que si en Antarctique, c'est un peu discutable, mais ça se fera aussi, c'est certain. Car entre une période glaciaire où le niveau des mers est jusqu'à moins 150 mètres pour le niveau les plus bas jamais enregistré, avec aujourd'hui 0, vous pensez bien que ça va encore continuer à monter vu la fonte des glaces, c'est logique, et qu'ensuite l'Antarctique va être aussi attaqué. Donc le niveau des mers va continuer, donc le niveau des mers va s'étaler, et cette évaporation va continuer à monter. Prions, ceux qui croient en Dieu, à votre Seigneur, pour que cette interglaciaire se termine le plus rapidement possible. Alors, car on ne peut rien y faire. CO2, ni moi, ni vous, ni le gouvernement, ni les lobbyistes, ni personne ne pourront arrêter cette interglaciaire qui doit normalement repartir en période glaciaire d'ici des centaines d'années, 1 millier, 2 milliers d'années, mais on ne pense pas que ça va durer trop longtemps, sauf si on va sur les mêmes niveaux qu'il y a 110 000 ans, c'est-à-dire 19 degrés de moyenne. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes qu'à 15,6 voire 7, 15,7 de moyenne autour du monde. Pour aller jusqu'à 19, calculez. Ça fait encore quelques bel été bien chaud à boire des sodas en terrasse. Conclusion des conclusions, je ne veux pas vous quitter en insistant sur cette dernière publication. La vapeur d'eau, l'autre gaz à effet de serre. Le plus grand contributeur à effet de serre n'est pas le CO2, mais la vapeur d'eau. Des scientifiques analysent sa répartition dans l'atmosphère afin de prédire plus précisément son impact sur le changement climatique. Les données récoltées leur ont réservé une surprise. Oui, pourquoi? Parce que c'est complètement occulté. Personne n'a le droit de parler de l'effet de serre de l'eau. Personnellement, avant cette vidéo, jamais vous en avez entendu parler. Cet effet de serre dû à l'eau est purement et simplement balayé d'un revers de main par tous les scientifiques. Et ces scientifiques se sont-ils réellement posé la question ou étudié le phénomène? Non, parce qu'on leur a dit non, mais l'eau, lorsqu'elle est évaporée, elle arrive en dissolution dans la couche d'atmosphère et il y a une certaine température qui dit que lorsque la quantité d'H2O dans l'air arrive à un certain niveau, obligatoirement, ça retombe en précipitation. Donc, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Point barre, on n'en parle plus. Et toute personne qui vous parlera de l'effet de serre supérieur dû à cette eau sera un complotiste. Vu que c'est le CO2, on vous le jure, c'est le CO2. Le CO2, c'est ma paye. Ah, pas la mienne, la leur. Alors regardez, c'est le premier papier que je lis depuis très longtemps. Je l'ai recherché. Les scientifiques de l'université de Berne ont été bien étonnés lorsqu'ils ont évalué leurs données en 2018. Pendant plus de 10 ans, ils avaient mesuré la concentration de vapeur d'eau dans la couche moyenne de l'atmosphère au-dessus de leur ville. Ils avaient
elle y avait baissé de 12% en moyenne, contrairement aux couches inférieures où elles avaient augmenté. Les causes ne sont pas clairement établies, confie Martine Lanner aujourd'hui à Météo Suisse à Locarno. Écoutez bien, la vapeur d'eau ne constitue que quelques pourcents de molécules de l'air, mais c'est le gaz qui a le plus d'impact sur le climat, voire les principaux gaz à effet de serre. L'eau atmosphérique constitue un paramètre central pour la météo et le climat, souligne Henry Warnley de l'Institut pour l'atmosphère et le climat de l'ETH Zurich. On en trouve partout et sa présence dans les couches inférieures contribue de manière décisive à l'effet de serre naturel. Et savez-vous où elle est fortement en augmentation ces dernières années? Eh bien justement dans ces couches inférieures. Alors écoutez bien, je le lis en même temps que vous, c'est stupéfiant. Équipé d'un radiomètre micro-ondes, le centre de recherche bernois est l'une des rares stations au monde à analyser précisément la teneur en eau dans la mésosphère. Vous voyez, il y a quelque chose qui interdit qu'on s'intéresse à l'eau. Ça me fait penser à l'hydroxychloroquine ou à l'ivermectine. Qu'est-ce que vous en pensez? Les données sont transmises au réseau mondial de stations au sol NDACC, mis en place dans les années 1990 pour étudier le trou dans la couche d'ozone. Cette collaboration veut détecter les tendances à long terme ainsi que les variations cycliques. Nos profils d'attitude ne sont mesurés que dans la région, mais sont représentatifs de l'Europe centrale. Note Clemens Hock de l'Université de Berne. L'évolution de la teneur en vapeur est différente dans chaque région atmosphérique. Alors qu'elle se réduit dans la mésosphère, elle s'accroît dans les deux couches inférieures, la basse stratosphère et la troposphère, là où il y a, comme par hasard, le plus grand effet de serre dû à H2O, à l'eau. Cette tendance est confirmée autant par les données de la station bernoise que par les mesures mobiles réalisées dans toute la Suisse par la doctorante Léonie Bernet. Écoutez bien, le climat et la météo dépendent principalement de l'eau de la troposphère, là où justement la quantité augmente. Et ça stupéfait les scientifiques, car ils ne comprennent pas. C'est normal, ça leur est interdit de l'étudier. Aujourd'hui, certains ont mis le doigt dessus. Peut-être ils vont se faire suspendre. On ne sait pas, peut-être pour ceux qui ne se sont pas vaccinés. Je continue. Dans les couches inférieures de l'atmosphère, là où ça augmente, les interactions avec la vapeur d'eau renforcent l'effet de serre qui constitue une sorte de manteau réchauffant l'air par absorption du rayonnement infrarouge thermique émis par la surface, ce qui s'appelle tout bonnement un effet de serre. Cet air plus chaud peut à son tour absorber davantage d'humidité pour des raisons physiques. C'est pourquoi la concentration de vapeur d'eau dans la basse atmosphère augmente de quelques pourcents par décennie en Suisse. Donc c'est partout pareil autour de la planète, surtout là où les zones d'eau s'étendent par irrigation ou par extension du niveau de la mer, de la surface de la mer, due à son augmentation. Écoutez ce que dit Harald Kunstmann et on en terminera là-dessus, promis. L'atmosphère se réchauffe et absorbe toujours davantage de vapeur, ce qui modifiera l'ensemble du cycle de l'eau. C'est clair, net et précis. Vous allez entendre dire autour de vous, me critiquer parce que j'ai parlé de cette vapeur d'eau, justement, parce que ça ne fait pas partie de la doxa. Et tous les gens qui se fient à cette doxa, qui écoutent les médias mainstream, qui écoutent les scientifiques du GIEC, n'ont jamais entendu parler de ça, et n'entendront jamais parler de ça, comme on l'a fait avec l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Allez, au revoir, deuxième vidéo dans quelques temps, promis, sur le rayonnement solaire, et vous comprendrez pourquoi, probablement cet été, il a fait plus chaud, voire plus sec. Au revoir, à bientôt.